Le Fonds du 11 janvier présente Esprit critique. Es-tu là ? Une collection de 7 podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Deuxième épisode. Reconquérir les mots pour faire récit. Le souvenir du 11 janvier qui suit les attentats des jours précédents est quelque chose qui existe quand il se passe des événements comme ça. Tout d'un coup, il y a une ambiance différente, les gens se regardent différemment. Francis Charon, fondateur du Centre français des fondations, directeur général de la Fondation de France en 2015. Il y a une sorte de regard qui se dit « mais il faut qu'on arrive à vivre ensemble, c'est pas possible que des choses comme ça se passent dans notre pays ». On ressent ça, moi je ressens ça très fortement, parce que j'ai connu les attentats les plus anciens aussi à Paris. Et à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a loupé ? Qu'est-ce qui fait que ça déraille ? On est incapable de maîtriser l'histoire. La manifestation du 11 janvier, c'est de voir ce flux immense quand même dans le 11 janvier. C'est 4 millions de personnes qui en France ont défilé, qui sont les plus grosses manifestations qu'il y a eu en France jamais. Et de voir tous ces gens qui sont assez différents les uns des autres, qui ne savent même pas en fait s'ils pensent tous pareil, qui s'avancent comme ça derrière une grande banderole, derrière des chefs d'État qui viennent de pays différents. Mais derrière eux, qui montrent une certaine solidarité entre les pays, c'est tous ces millions de personnes qui sont là, ces centaines de milliers à Paris, d'autres dans les autres villes. C'est de voir arriver ce flux comme ça et de se dire, il y a un moment où il y a une sorte de cohésion nationale, factice, pas factice, solide, pas solide, mais ce moment nous fait penser à qu'est-ce qu'est notre pays et comment on vit ensemble. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Non pas qu'est-ce qu'on fait là, mais qu'est-ce qu'on fait désormais ? C'est plusieurs choses. C'est par la nature de la Fondation de France qui est là pour être collée aux problèmes de société, c'est de se dire déjà qu'est-ce qu'on a loupé pour qu'on en arrive là. La deuxième chose, c'est de se dire est-ce qu'avec notre modeste institution et avec d'autres, on peut faire quelque chose ? Et à ce moment-là, quand les gens de Caritas sont venus nous dire on va faire un quelque chose, le fonds du 11 janvier, on a décidé de l'appeler comme ça. Évidemment, on dit banco, et on se dit on va rassembler des fondations pour essayer de travailler sur le sujet autour de ça sans savoir ce qu'était le sujet, parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est le vivre ensemble ? Est-ce que c'est la radicalité ? Est-ce que c'est la cohésion sociale ? Est-ce que c'est comment on vit aujourd'hui dans une société multiculturelle ? Donc toutes ces questions, tout d'un coup, on les a sur la table, et on décide de se mettre ensemble à une dizaine de fondations. Aujourd'hui, toutes ces questions, c'est une collection de podcasts originaux produite par le Fonds du 11 janvier. Et l'une des premières questions pour ce deuxième numéro, c'est évidemment celle de la parole. La thématique d'aujourd'hui, Francis Charon, c'est se raconter pour s'interroger. Il faut se réapproprier cette parole, son histoire. C'est en fait le problème fondamental. On s'est déjà aperçu qu'entre 10 organisations, fondations importantes qui étaient autour de la table, créer un langage commun, un imaginaire commun et un projet commun est quelque chose d'extrêmement difficile parce que chacun a ses mots, chacun a sa vision du monde, de l'organisation, etc. Et en fait, on a vite compris que la question qui était à traiter, c'était de repartir, mais très jeune, pour les plus jeunes possibles, de repartir de la parole. Qu'est-ce que voulaient dire des événements ? Comment ils se situaient dans la société, comment ils étaient par rapport à leur religion, la religion des autres. Mais pour ça, il faut des mots et on sait qu'aujourd'hui, l'appauvrissement du langage entraîne de la radicalité, mais pas seulement religieuse, de la radicalité qui amène de la violence parce que quand on n'a pas assez de mots à sa disposition, on n'a ni les moyens d'expression, ni les moyens de réflexion, ni les moyens de se projeter dans un autre univers. Et donc ce travail sur les mots avec les enfants est quelque chose de fondamental. On quitte les
des bureaux de Francis Charon pour nous rendre dans les locaux de la ZEP, la zone d'expression prioritaire, dans le 18e arrondissement parisien, où nous attendent ses deux fondateurs, Édouard Zambo et Emmanuel Vaillant. La ZEP. Si on fait un effort de mémoire, Emmanuel Vaillant, Édouard Zambo, ça a commencé comment? Quelle était l'idée? C'était en 2013, la création de la ZEP, avec effectivement cette volonté très farouche de proposer un contrat de confiance aux gens qui consiste à dire « nous allons vous aider à vous raconter vous-même ». C'est-à-dire que la majorité des gens, et moi je le voyais très bien dans les quartiers, les gens ont l'impression qu'on les dépossède de leur histoire, qu'on vient en prendre un petit bout, un petit morceau, simplement pour illustrer quelque chose. Et on est parti avec l'idée qui est de leur dire non, vous allez raconter votre histoire et nous allons vous aider à le faire. Donc c'est vraiment une volonté, c'est à mi-chemin entre l'écrivain public et le journaliste presque, la posture de la ZEP. Il y a une méthode, Édouard Zambo, pour que justement cette parole fonctionne? Ouais, il y a une vraie, en tout cas il y a une vraie posture, c'est qu'on veut pas donner la parole. Ça se donne pas la parole et on veut que les gens la prennent et on veut essayer de les armer, on veut essayer de les accompagner pour qu'ils la prennent de manière légitime. Et on essaye nous de travailler sur les signaux faibles, les petites histoires qui éclairent sur la grande, et ensuite sur le côté émancipateur de la parole. Vraiment, j'insiste sur le fait que on ne veut pas donner la parole parce qu'il ne suffit pas de tendre un micro pour donner la parole. Il faut d'abord essayer d'élaborer le discours. Et vraiment, on veut essayer d'accompagner les gens dans la construction du récit. Et se raconter, être capable de se raconter soi-même, c'est déjà se mettre sur un pied d'égalité avec les autres. Et c'est la condition sine qua non de sa propre émancipation. Et pour prendre le pouls de ce travail sur le terrain, ce travail parfois même dans l'ombre, cet acharnement et cette conviction, le mieux c'est d'y aller. Et là, c'est dans les mains d'Eliott, non loin des bureaux de la ZEP, ici dans le 18e arrondissement, que je vais me diriger. Bonjour. Je vais prendre un petit café, j'ai rendez-vous là. Eliott. Ça va bien ? La question générique, Eliott, c'est quand vous arrivez, vous leur expliquez quoi exactement? La première fois, on leur explique déjà notre démarche, ce que c'est la ZEP, ce que ça veut dire se raconter, ce que ça veut dire un témoignage, et surtout pourquoi leurs histoires ont du sens, pourquoi leurs histoires sont importantes. Parce que de prime abord, ils sont un peu perturbés par le fait de devoir se raconter. Dans le détail, il y a des inconnus, donc c'est d'abord de la prise de confiance, de l'échange sur l'intérêt de la démarche. Et ensuite, on va aller dans le fond, creuser sur, sur des histoires qui font sens. Et il faut y aller. Il faut y aller. Bonjour. C'est gentil de nous accueillir. Bonjour Madame Bonnet. Ce que je vous propose, c'est que vous vous mettiez sur les ordis où vous étiez, et le temps qui s'allume, on va faire un exercice. Qui était pas là? Madame Brunet, je peux prendre votre ordinateur s'il vous plaît? Regardez pas vos ordis pour l'instant, regardez-moi. La première séance, on a décidé ensemble de quoi on pourrait parler. Ensuite, en deuxième séance, on est passé en individuel et on a parlé de ce que vous allez parler individuellement, chacun, de vos histoires à vous. Là, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à comment on va raconter. Mais Édouard Zambo, ses enfants, c'est ceux qui ont accouché de leur récit, vont le voir publié la plupart du temps aussi. Alors, bien sûr, parce que l'objectif de la ZEP, c'est d'accompagner à écrire la dimension cathartique, éducation aux médias, presque émancipation sociale, et puis la dimension journalistique, parce que nous sommes persuadés que ces histoires intéressent. Et d'ailleurs, la preuve qu'elles intéressent, c'est que Libération les publie, Le Monde les publie, Combini les diffuse, le Huffington Post les publie. Enfin, je veux dire, on est en capacité aujourd'hui d'aller porter dans des médias nationaux, dans des médias mainstream, on pourrait dire, cette parole-là, parce que nous avons eu les processus de fabrication suffisamment patients pour la faire émerger. La chose qu'il faut éviter quand on écrit des articles, même des témoignages, même si vous racontez votre histoire,
C'est vraiment la chose à éviter, c'est le seul truc que je veux que vous fassiez pas. Sinon, vous êtes libre d'écrire comme vous voulez, ce que vous voulez. Mais évitez au maximum votre avis, votre opinion. Vos histoires, c'est des petites vérités, je vous l'ai déjà dit, ça, on peut pas vous le retirer. Si vous racontez votre histoire, rien que votre histoire, ce qui vous est arrivé, à la fin, la personne qui a lu, elle va dire « Ok, ça s'est passé comme ça ». Et ensuite, elle va se faire son opinion. Mais si vous donnez votre opinion, la personne, elle va finir l'article, elle va dire « Ah ouais, je suis pas d'accord avec ça », ou alors « Je suis d'accord avec ça », ou « Oui, il a trop raison, ah non, il a tort ». Et en fait, ça, c'est pas du journalisme. On n'a d'abord pas d'objectif de réussite à 100%. Quand on rentre avec un groupe de 30 élèves, on va pas avoir 30 textes qui vont être publiables. On va avoir un tiers de textes qui ont ce qu'on dirait avoir une pertinence éditoriale. Mais les 2 tiers restants, c'est soit parce qu'ils n'ont pas pu élaborer jusqu'au bout leur récit, soit parce que certains ont un peu refusé, mais pour autant, ils ont eu une expérience de voir un journaliste qui a passé 8 heures avec eux, à les écouter, entendre la parole s'énoncer, se construire petit à petit. Et puis même s'ils l'ont pas fini, ils ont eu au moins l'expérience il y a quelque chose qu'on peut tirer d'une expérience. Il y a peut-être que mon histoire, elle peut être intéressante. Plus tard, je la raconterai. Je sais, il est tôt, mais on y va. On va passer. Est-ce que tout le monde a un sujet, du coup, à part qui n'était pas là? Il y avait Mohamed qui n'était pas là. Mohamed, je vais commencer par toi, comme ça on va trouver. Tous les autres, normalement, vous avez un sujet, vous avez commencé à avancer. Sujet. Ça parle de mon quartier. C'est sur les bavures policières. La discrimination. L'harcèlement scolaire. Passage collège privé au public. Ça parle du divorce de mes parents. J'avais environ 4 ans. J'étais petite, j'étais encore à la maternelle. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond entre mes parents. La colère, les disputes, j'en avais assez de les voir comme ça. J'étais fatiguée de voir la même chose chaque jour. Pas grave, je me changeais les idées à l'école. Un jour, je me suis réveillée sur mon lit, je ne vis pas mon père. Sujet. Contrôleur. C'est-à-dire ? Métro. Ah, tu t'es fait contrôler dans le métro ? Ouais. De mon histoire, de l'école de mon histoire. Voilà. Puisque moi, à 5 ans, je savais déjà lire. Donc, donc ça, je racontais un peu mon histoire et les points positifs. Je vous parlais de mon hôtel quand je suis arrivé en France. Je vis dans un hôtel depuis 2016. Là, je vais parler du quartier, là. Quand je suis venu ici, la première fois, j'ai bien été accueilli. J'aime bien ce quartier parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Il y a des parcs, il y a beaucoup d'amis, on s'amuse bien. Il y a le local aussi, des fois on peut passer du temps là-bas, c'est bien. Être différent dans la société actuelle. Un jour, j'allais en cours et derrière moi, des gars ont commencé à crier PD. Et quand moi et mes potes, on s'est retournés, on a commencé à leur dire d'arrêter et ils ont fait comme si de rien n'était. Les insultes, c'était tous les jours. Chaque jour, j'entendais mon prénom suivi d'une insulte homophobe ou sur mon style. Ma mère a déposé plainte et ma mère a tout fait pour que je change de collège. Et grâce aux efforts de ma mère, j'ai réussi à changer de collège. Mon nouveau collège est plutôt bien. Je pense que cette histoire, je m'en rappellerai toute ma vie car c'était si méchant, si marquant et ça m'a blessée. Voilà. Et la raconter là aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet à ces blessures de se cicatriser un peu ? Oui. Je parle à des... Sujet. Bonjour, je m'appelle Darel Seki, élève de 3e 1. Alors mon sujet, à la base, traitait d'un voyage qui allait s'avérer être joyeux en Algérie, mais qui est un peu mal tourné par rapport à mon oncle, qui s'est fait agresser, mais c'est pas grave. Maintenant, en fait, je vais faire un sujet sur le communautarisme qu'il y a, que je peux voir partout dans la rue ou même à l'école. Le fait que différentes communautés restent qu'entre eux et d'autres communautés restent qu'entre eux. Par exemple, les Noirs restent entre les Noirs, les Arabes entre les Arabes, enfin très peu de mélange. Donc voilà, donc mon sujet va traiter de ça. Sujet ? Ne venez pas, monsieur. Il y en a un qui va venir, je suis sûr. Non, j'ai pas d'idée. Mais il va y a forcément avoir une idée.
Mais j'ai pas du thé, monsieur. Mais il doit y avoir, Emmanuel Vaillant, des moments de découragement, des moments où on se dit on n'y arrivera plus, où tout s'est désagrégé, des moments où on a envie non plus de les remonter, les manches, mais de presque de se... Jeter le gant. Jeter le gant. En fait, le plus difficile, c'est quand on est face à des jeunes qui sont verrouillés. Et de trouver, excuse-moi l'expression, l'ouvre-boîte, c'est-à-dire trouver la clé qui va permettre de... Parce qu'ils se sont cadenassés, et de comment trouver la clé qui va éveiller quelque chose chez eux, qui va leur dire « Ok, je me mets en confiance, je suis en confiance avec cette personne, et je vais peut-être commencer à pouvoir raconter quelque chose. » Madame, je dis ça, Delphine Brunet, professeur de français, c'est intéressant de les voir se plonger dans leur... non pas dans le récit des autres, ceux que vous pouvez leur donner à lire avec les programmes, mais dans leur propre histoire. C'est très intéressant parce que d'un coup, il faut qu'ils fassent attention au destinataire. C'est à la fois, je raconte une histoire personnelle, mais pour quelqu'un. Et l'écriture journalistique est quand même différente de celle qu'ils pratiquent quotidiennement à l'école parce que d'un coup, ils doivent s'adresser au plus grand nombre. Et puis cette histoire de maïeutique, c'est-à-dire leur dire qu'ils ont des choses à nous dire. Alors là, nous sommes au collège, ils sont en 3e et je dois vous dire que c'est assez difficile parce qu'ils sont très inhibés. C'est un âge où justement, ils n'ont plus envie de parler, surtout pas aux adultes. Et c'est vrai que là, c'est leur faire un bond en avant par rapport au lycée. Parce que justement, comme vous dites, ils sont amenés à dire quelque chose, regarder le monde et aussi assumer une parole. Et là, ils sont à un âge où c'est pas si évident que ça pour eux. Je vous laisse guider un peu, Mohamed. Oui, faut pas l'abandonner là. T'as des choses à dire, écris-la. Et pareil, concentre-toi aussi. Ok. C'est cool, continue comme ça. C'est assez descriptif, je trouve ça bien. Essaye de bien expliquer, puis explique aussi ce que ça te fait à toi, quoi. Genre, ça doit être bizarre quand même. Vrai. Ah, c'est pour ça que vous avez changé de quartier ? Ouais, c'était relou, il y avait trop de... Je sais pas, les migrants... Et même ça, ce quartier-là, on en avait marre. Ok. Pour de la Chapelle. Essaye de l'expliquer justement. On a quitté ce quartier parce qu'on en avait marre. C'est ça ton sujet. Donc du coup, tu creuses ça, tu vas au fond de... Pourquoi vous avez changé ? Est-ce que toi t'as compris ? Ça t'a saoulé ? Ça t'a fait plaisir ? Ouais. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Voilà, raconte-moi tout ça, mais continue comme ça, en décrivant peut-être un tout petit peu plus, tu vois. Elliot, quel est le plus joli récit que vous avez vu émerger dans cet atelier ? Le plus beau récit, je crois que c'est Mohamed juste derrière moi. Il n'y a plus que 10 minutes pour écrire ce texte-là où tous les souvenirs sont dans ta tête, Mohamed, en ce moment. Mais tout ce qui est écrit là sur l'ordinateur, c'est plus qu'une page. D'abord, c'est plus qu'une page parce que c'est une vie, c'est ça ? Oui. Ça commence comment ? Le titre que tu as trouvé, déjà, il est assez étonnant. C'est que je ne comprends pas pourquoi on est venu en France. Je te laisse lire. Ma maison en moi, c'est le Sénégal, là-bas où la vie n'est pas difficile. Je ne comprends pas pourquoi on est venu là. Je suis venu en août avec mes 2 frères. Mes parents m'avaient dit que c'était pour travailler. Mais aussi, mes parents ont décidé, sans me demander mon avis, de tout ce complot. Tu sais pourquoi ils voulaient venir ? Ça, c'est une parenthèse qu'a mis Elliot. Quand il lit le mot complot, il te dit, c'est écrit en rouge, tu sais pourquoi ils voulaient venir ? Là-bas, à Thiès, je pouvais sortir quand je voulais. Et l'amitié n'était pas difficile, alors qu'en France, c'est tout le contraire. On n'est pas fixe sur les hébergements aussi. Là, il y a une nouvelle parenthèse d'Elliot. Tu veux dire quoi par là ? Tu déménages tout le temps ? Pourquoi c'est difficile ? Je te laisse continuer. Et ça amène des conséquences à notre famille. Par exemple, mon plus petit frère a finalement eu une maladie des yeux. Ses yeux étaient tout marrons et des fois, il allait jusqu'à les gratter. Ça m'agace et ça me dérange qu'on n'a pas encore d'hébergement. Quand je vois ici notre situation, ça me paraît dingue.
Alors qu'au Sénégal, avec la pureté de l'air, on est tranquille. Ça me plairait de respirer à nouveau de l'air pur. Mais comme la vie ne saurait pas être mieux, non problème. Mais bref. Est-ce que tu crois que ça va servir à quelque chose ? Comme ça, de les écrire, ces histoires-là que tu as sur le cœur, et de te raconter ? Ça me console. « 7 ans, je ne sais pas si c'est l'âge de raison, Édouard Zambo, mais aujourd'hui, il y a un bilan qu'on a envie de tirer, s'il fallait évoquer ce point-là. Un bilan, la ZEP est en train de se déployer sur le territoire. On faisait 80% de notre activité en Île-de-France. Jusqu'à maintenant, on va en faire probablement moins de 50% l'année prochaine et ça va, enfin, on va étendre. On a fait 600 ateliers l'année dernière. Si c'est un bilan chiffré, il est incroyable par rapport à ce qu'on imaginait quand on a créé cette association sur un coin de bureau, parce qu'on l'a créé, je dirais, sur nos heures perdues. Et puis c'est devenu une activité pleine, avec des salariés, une équipe, une reconnaissance, etc. Maintenant, on a envie aussi d'élargir le public, d'accompagner à l'écriture des gens plus vieux, peut-être de se tourner vers des structures d'accueil pour des gens âgés. Je veux dire, la France manque terriblement du récit de ses habitants, terriblement. Et on a envie d'être un des éléments de cette narration du quotidien, de ce récit. On a envie d'accompagner, d'aider ceux qu'on peut à se remettre en récit. Nous, ces récits nous intéressent à titre personnel, à titre journalistique. On les lit, je veux dire, on est client de ce qu'on produit, en quelque sorte. Donc, oui, et puis, comme vous avez pu le voir, Emmanuel a fait une présentation rapide de l'équipe. Elle est sur une moyenne d'âge inférieure à 30 ans. Donc, ils ont l'avenir devant eux. Quand on en aura marre, ils garderont les clés de la maison, j'espère. Hein. Esprit critique, es-tu là ? 2e épisode. Reconquérir les mots pour faire récit. Seconde partie, second mouvement, avec le théâtre La Cité. Départ pour Marseille. C'est un porte-bonheur, monsieur. C'est un petit chez Marseillais, vous voyez. Il faut le mettre dans le porte-monnaie ou faire un bijou, les femmes. À Marseille, il y a la Canebière, quand on la descend, il y a le Vieux-Port, il y a le théâtre La Criée. Je dis ça parce qu'au Vieux-Port, on voit encore les poissons à la Criée parfois, puis un peu plus haut, il y a le théâtre La Cité. Oui, bonjour. Michel André, comment ça a commencé ? Ça a commencé parce que je travaillais à la scène nationale du Merlan dans les quartiers nord de Marseille, et puis j'étais sur un projet où il y avait une vingtaine de non-professionnels. C'était très difficile de regrouper tous ces gens qui venaient de plein de quartiers, qui avaient du mal d'un quartier à l'autre dans les quartiers nord à se rassembler. Et un beau jour, en passant dans cette rue Edmond Rostand, il y avait ce lieu à louer. Et pour nous, c'était aussi un lieu idéal parce qu'on n'est pas loin de la place Castellane ici, et les moyens de transport sont beaucoup plus faciles pour nous relier entre les quartiers nord et le centre-ville, et que j'avais dans l'idée de travailler non pas forcément dans les quartiers nord, mais d'organiser une synergie entre les quartiers périphériques et le centre-ville. Un aller-retour, qu'on puisse y travailler, mais que les gens puissent aussi venir en centre-ville pour faire du théâtre. Mais c'est pas n'importe quel théâtre, puisqu'est né ce projet des écritures du réel, qui est une façon, Michel André, que vous avez eu comme un impératif de faire venir la vie sur les planches. Oui, ça s'est fait progressivement, mais cette idée aussi de pouvoir inclure dans un spectacle la société civile, elle nous apporte énormément. Et c'est un peu cette idée de ce théâtre de la relation, où ce qui nous rapproche, ou ce qui nous éloigne, comment on peut s'interroger là-dessus. Ce que j'appelle moi souvent un théâtre de la réalité, comment on participe à une exploration commune, et ce qui est posé sur la scène, c'est aussi
la vie retravaillée, re-questionnée dans la rencontre qu'on fait ensemble. Il y a un projet qui est né, qui intéresse beaucoup le Fonds du 11 janvier aussi, qui l'a soutenu. C'est ce projet que vous avez baptisé Jeunes à vif, Jeunes en devenir. Ben oui, c'est une longue rencontre avec Selman Reda, qui a déjà participé à mon spectacle précédent, qui s'appelait Tout Burn or Not, qui était sur la question du burn-out et de la sidération dans le monde du travail. À l'époque, il était urbaniste, et de fil en aiguille, on est devenus amis, et puis un jour, il m'a raconté son histoire. Et c'est en partant de son histoire autobiographique que du coup me vient l'idée de lui faire rencontrer Rachid Benzine, que j'ai invité dans une conférence au MUSEM. Et cette idée, quand je vous disais de relation, c'est aussi un objet où Selman Reda va pouvoir parler de sa vie, s'interroger sur sa vie, s'interroger sur la religion et rencontrer un islamologue, un spécialiste de ces questions, pour se relier à lui et comment moi, en tant que metteur en scène, je peux les amener à faire un chemin ensemble. Et ça veut dire qu'il y a des ateliers, ça veut dire qu'il y a un laboratoire ici. D'ailleurs, ce mot laboratoire, vous le revendiquez, Michel André. Ben, constamment, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers la complexité des choses. Et le Coran, moi, j'avais jamais lu, je connaissais pas. Et finalement, suite à ces attentats, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste ? Et évidemment, je le fais parce que je suis dans une relation de travail avec quelqu'un qui vit sa religion, qui la connaît et qui a une histoire avec elle. Et donc, il est à la fois, il est un sachant, il est un pensant, il est une personne ressource. Et c'est notre voyage dans ce qu'on va dire sur scène, dans ce qu'il va dire, donc moi je vais l'amener à travailler sur l'idée d'un théâtre d'objets, de retourner dans le désert du 7e siècle, puisque Rachid nous a dit le Coran, ça s'adresse d'abord à des bédouins qui vivaient au 7e siècle dans la péninsule arabique, et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Prochain arrêt, Lunel. Selman, bonjour. Enchanté. On se dirige vers le lycée Louis Feuillade. Nous, on part, grâce à vous, Selman, sur une pièce. Ne laisse personne te voler les mots. Et on part dans l'histoire et dans l'anthropologie du Coran, c'est-à-dire au moment de son apparition au 7e siècle, dans le désert d'Arabie occidentale. Un désert très particulier, un désert de cailloux, où un certain nombre de tribus cohabitent les unes avec les autres. Et c'est ça que je raconte un peu plus en détail dans le spectacle. Et cela commence ainsi. Je ne me suis pas présenté. Bonjour à tous. Je m'appelle Selman Reda. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Je viens du Maroc. Je ne sais pas si certains connaissent le Maroc. Je viens du Rif, une région qu'on appelle le Rif. C'est une région de vieilles montagnes au nord du Maroc. C'est des montagnes qui meurent, qui ne grandissent plus. Pas comme les Alpes ou les Pyrénées, qui elles sont des montagnes qui continuent de s'élever et qui finissent comme ça en pic. Non, le Rif, ce sont plutôt des montagnes en rondeur, parce qu'elles tombent. Par endroits, tu peux même attraper un bout de montagne. Tu peux décrocher un morceau de pierre de la roche. Et si tu la serres comme ça dans tes mains, ça s'effrite en 1000 morceaux tellement c'est vieux. C'est de là-bas que mon père est parti un jour pour venir travailler en France dans les vignes. Il était ouvrier viticole. Et un beau jour, il a décidé de faire venir sa famille. Ma mère, ma petite sœur qui venait à peine de naître, et moi. J'avais 4 ans. Selman, il y a quelque chose dans ce lycée Louis Feuillade qui peut rassurer tous ceux qui viennent le visiter. Enfin, j'imagine que c'est à destination des étudiants, des élèves. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui s'affiche là sur le mur. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça commence bien. C'est un texte fondamental, je trouve, qu'on a tendance à oublier un peu parfois, à oublier un peu d'où il venait, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il signifiait pour les gens, quelles promesses ont été faites à l'époque et quelles promesses on a peut-être oubliées aujourd'hui. Oui, mais c'est dans ce catéchisme-là républicain que l'on est bien tanké, et justement avec quelque chose d'intéressant, c'est que par votre biais,
par ce spectacle à destination, cette adresse à destination des jeunes, on peut arriver, dans ce temple de la laïcité, à parler religion. Peut-être ce que les profs ont de temps en temps du mal à faire. Oui, je le rappelle assez souvent, la laïcité, c'est aussi ce qui permet de jouer ce genre de spectacle directement dans les bahuts, parce qu'on peut tout à fait parler des religions. La laïcité, c'est simplement, en parlant, je ne dois pas favoriser une religion par rapport à une autre, dire du bien ou du mal d'une religion et surtout pas faire de prosélytisme. Mais parler de manière sociologique, historique, anthropologique des religions, c'est tout à fait possible, bien sûr. Merci. Merci. Vous avez une petite idée de ce que vous allez voir ? Non, je sais pas. Rien. Aucune idée de ce que vous allez voir ? Non, pas du tout. On vous a rien dit ? Non. Même pas le début d'une piste ? Bah, c'est soit un truc historique, soit quelque chose de polémique par rapport à l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est quoi ici ? Bah, soit tout ce qui est avec les problèmes islamiques ou ce qui se passe dans d'autres pays, des trucs comme ça. Ou les homosexuels aussi, enfin un truc comme ça. Et puis un jour, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et 40 ans, c'est un âge qui vous permet d'avoir vu déjà pas mal de choses. Moi, j'ai vu la religion changer à l'intérieur de ma famille. Un jour, mon père vient me voir pour me dire « Tu sais, mon fils, un père musulman doit apprendre la religion à ses enfants. Quand son fils a 7 ans, le père doit lui apprendre gentiment, par l'incitation. Quand son fils a 10 ans, le père peut être plus sévère et il peut le frapper s'il le mérite. Et toi, mon fils, aujourd'hui, tu as déjà 12 ans. Alors tu as intérêt à m'écouter. Tu vas faire ce que je te demande de faire. » À partir de ce jour-là, j'ai appris l'arabe pour pouvoir lire le Coran. J'ai appris des sourates du Coran par cœur pour faire les prières. J'ai appris à faire les prières, à faire les 5 prières par jour, à faire les prières à l'heure. Parce que mon père il me disait, une prière en retard, même de 2 minutes, c'est 70 ans d'enfer. Et le mieux après, c'est d'aller faire ses prières à la mosquée. Alors parfois, je devais m'échapper du collège entre midi et 2 pour aller faire ma prière du vendredi à la mosquée. Papa, les profs, ils n'aiment pas que je sorte. Ne les écoute pas. Eux ne connaissent pas le chemin du paradis. Très rapidement après ça, tout le temps libre qui me restait après l'école, le soir, les mercredis, les week-ends, les vacances, eh bien, je devais désormais le passer à apprendre la religion et le Coran. Tout le temps. M'inscrire dans un club de foot ou simplement jouer avec des amis, c'était pas possible. Et puis surtout, interdiction de regarder la télévision, interdiction d'écouter de la musique, interdiction d'avoir des copains qui n'étaient pas musulmans. Alors Jérémy, ciao! Moi, très vite, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, et voire même étouffant. J'ai commencé à écouter de moins en moins et à faire des bêtises. Il faut aller au premier rang. On va se mettre derrière. Vincent Lepoint, je suis proviseur du lycée. Alors quand un proviseur accueille comme ça une troupe comme celle de Selman Reda, c'est qu'il attend avec Selman Reda que quelque chose se passe ou quelque chose se transmette. Absolument. Donc nous sommes très heureux à chaque fois d'accueillir des artistes parce qu'on est bien persuadé que l'art contribue à l'éducation, l'art contribue à la culture et l'art contribue aussi aux apprentissages des élèves. Donc c'est bien aussi pour ça qu'on reçoit des troupes d'artistes, d'autant plus que là l'objectif correspond exactement à l'objectif numéro 1 du projet d'établissement qui est d'apporter plus de culture, d'apporter plus de richesse, de lutter contre la radicalisation, contre la xénophobie, pour l'égalité homme-femme, donc voilà. On les laisse commencer. Un jour, j'ai 16 ans,
Je rentre à la maison, bizarrement mon père est déjà là, et tout de suite il me dit « C'est toi qui as pris l'argent dans l'armoire ?» Papa, j'ai pas d'argent de poche, et avec les copains on voulait... C'est toi, oui ou non? Oui, c'est moi. Tu vois la porte là derrière toi? Tu l'ouvres, tu sors, et tu la refermes pour la dernière fois. Tu veux pas être un bon musulman? T'es plus mon fils. Dégage. J'ai vécu 6 mois comme ça dans la rue, et un jour, j'en ai eu marre de cette vie de SDF. Alors, je suis allé voir une assistante sociale qui m'a envoyé vers un juge pour enfants. Et lui, il m'a placé dans un foyer pour enfants. C'est comme ça que j'ai pu reprendre le cours de ma vie presque normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le spectacle commence ainsi, mais peut-être vous pouvez nous le confesser. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mon père est devenu très rigide. Et un jour il m'a dit mon fils, t'es plus mon fils, donc tu dégages, tu prends la porte. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il vous dise ceci? Il a rencontré de mauvaises personnes. Vous connaissez le nom de la musicienne? Je m'appelle Jamila. Voilà, Jamila Levdiri. Un dernier applaudissement pour elle. Et donc maintenant, je vais demander à C'était quoi ta question? Ma question était, est-ce que vous pensez que si tout le monde connaissait les origines ainsi que l'histoire des religions, il y aurait ainsi moins d'erreurs d'interprétation et donc moins d'actes regrettables? Lire, c'est déjà interpréter. Alors forcément, les vieux textes, les textes sacrés par exemple, qui ont plusieurs siècles, à chaque époque, on va les réinterpréter. Des fois, c'est des gens qui, pour des raisons politiques, vont l'interpréter dans le sens qui va pour eux, c'est-à-dire de défendre quelque chose, et parfois ça peut aller jusqu'à beaucoup de violence. Mais évidemment que la majorité, quand même, elle cherche à vivre en paix avec les gens, et que les réinterprétations qu'on fait à chaque fois, elles vont plutôt aller dans le sens pacifique dans toutes les religions. Monsieur le proviseur, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer dans vos murs, finalement. C'est pas quelque chose qu'on convoque tous les jours, comme s'il fallait souvent la tenir à l'écart, d'ailleurs, cette question-là de l'enseignement des religions, et surtout quand elle met les pieds dans le plat. Mais le rôle de l'école, c'est de mettre les pieds dans le plat. Mais il y a façon et façon de mettre les pieds dans le plat, et l'important, c'est de mettre les pieds dans le plat sans écraser ceux des autres. Et je crois que le spectacle le fait très bien. C'est un spectacle assez magnifique qui permet aux élèves, même lorsqu'ils ont des choses à dire, qui leur laisse la parole derrière et qui leur laisse la parole libre derrière. Et on le voit bien puisque certains participent, posent des questions, et le spectacle n'a pas tué leur envie de débattre. Et j'ai envie de dire que c'est l'aboutissement de ce qu'on recherche à l'école. C'est de la culture, oui, mais d'abord au service de l'esprit critique. Et là, on est en train de réaliser ça. On remballe. Certains diront jusqu'à la prochaine. C'est en marchant sur ces graviers, Salman Reda, que j'ai l'impression qu'on est dans une traversée du désert. Des fois, on se sent certainement un peu épuisé à la fin d'un spectacle comme ça, où on a évidemment tout donné. C'est l'art de la pédagogie érigée en spectacle.
Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je le prends comme une grosse responsabilité en réalité. Tu l'as vu, il y a tout le temps des jeunes qui, à la fin, à la toute fin, tout le monde s'en va. Il y a toujours des jeunes qui restent et qui ont des questions vraiment très concrètes qui les concernent directement. Et bien là, il y a une responsabilité d'éducation qui, d'un seul coup, devient cruciale. Mais c'est pour ça que dans cette interrogation, ou dans cette injonction, ne laisse personne te voler les mots, on a l'impression qu'effectivement, il faut lutter contre un kidnapping. De la pensée et de la liberté de chacun. Donc moi, je laisse la question ouverte. Reconquérir les mots pour faire récit. Fin du 2e épisode de la collection de podcasts originaux produite par le Fonds du 11 janvier, Esprit critique. Es-tu là ? Merci à la zone d'expression prioritaire et au théâtre La Cité, ainsi qu'au collège Gérard Philippe à Paris et au lycée Louis Feuillade à Lunel pour nous avoir ouvert leurs portes et permis d'affûter ensemble notre esprit critique. Remerciements aussi à Selman Reda et sa troupe autour de son spectacle « Ne laisse personne te voler les mots ». Cette collection de 7 podcasts originaux est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Direction éditoriale Anne Lescaut, habillage sonore OH, montage et mixage Benoît Artaud, au micro Alexandre Hérault. Esprit critique, es-tu là ? Cette collection est hébergée sur Aosha et à retrouver sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à la partager et à liker, ainsi qu'à lui attribuer plein de petites étoiles sur Apple Podcast par exemple. À bientôt pour une nouvelle plongée autour de la planète associative soutenue par le Fonds du 11 janvier. Retrouvez-nous pour le prochain épisode consacré à l'éducation à l'image. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site fonds-du-11janvier.org.